Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Bonjour chers auditeurs, internautes et lecteurs de iWeb. Nous avons un nouveau numéro. Sur ce plateau, nous recevons deux messieurs qui vont nous parler d'un sujet pertinent. Il s'agit de la problématique des divorces en République démocratique du Congo, mais aussi les mariages arrangés. J'ai reçu sur ce plateau monsieur John Mukongo. Monsieur John Mukongo, il est juriste, mais aussi spécialiste en intelligence émotionnelle. Bien sûr. À ma gauche, j'ai maître Mike Azaria. Il est avocat du barreau de Matete. Effectivement. Bienvenue sur notre émission. Merci. C'est votre première prestation. Voilà. Avec les deux, nous allons parler de ces sujets annoncés précédemment, la problématique des divorces en République démocratique du Congo. Nous allons aussi mettre un accent particulier sur le mariage arrangé. Alors, d'entrée de jeu, nous aimerions savoir ce que c'est le divorce sur le plan juridique. C'est quoi le divorce, maître Mike Azaria? Je vous remercie d'abord pour la parole. Les divorces, c'est en fait l'extinction du contrat de mariage, parce que c'est l'aspect juridique. Donc le divorce, c'est la fin du mariage, comme il est défini à l'article 330 de la loi portant code de la famille. Le mariage, en fait, c'est une espèce de convention. C'est un contrat, si on peut le dire ainsi. Et la loi considère le mariage comme un contrat et le divorce, c'est l'extinction de ce contrat-là. C'est de manière pratique, ça sépare les époux. Bien évidemment, il y a toute une procédure, n'est-ce pas, prévue par la loi pour arriver à ce concept-là, cette réalité-là qui est le divorce. Voilà, alors monsieur John Mukongo, vous êtes spécialiste en intelligence émotionnelle. Qu'entendez-vous par le divorce sur le plan de l'intelligence émotionnelle? Après, l'intelligence émotionnelle ne définit pas de façon spécifique le divorce, parce que l'intelligence émotionnelle, comme nous l'avions vu précédemment, l'intelligence émotionnelle régule un peu nos émotions. C'est-à-dire, l'intelligence émotionnelle nous apprend comment être intelligent avec ses émotions. Et cette réglementation statue et se base beaucoup plus sur les relations interpersonnelles. Et comme le mariage suppose une relation entre un homme et une femme, sous réserve de certaines cultures, mais notre constitution et nos lois ne régulent que le mariage entre un homme et une femme. Et si je dois un peu ajouter à ce que maître Azaria venait de dire tout à l'heure, les divorces, il y a le côté judiciaire qui se cache dans ces termes-là, divorce, parce qu'il y a un jugement, finalement. Je crois qu'il sera d'accord avec moi. Exactement. Il y aura un jugement, parce qu'il y a plusieurs modes d'extinction du mariage. Il y a aussi les décès. Il y a aussi l'éloignement de l'un des conjoints. Puis il y a bien entendu le divorce, qui est un acte juridique qui constate effectivement la séparation. Mais en intelligence émotionnelle, on peut comprendre un aspect des choses qui découle aussi de la définition juridique. Les divorces, il y a divorce lorsqu'il y a destruction irrémédiable du lien conjugal. C'est-à-dire les gens ne peuvent plus s'entendre. Ok. Voilà. Comme quel problème? Bon, après, il n'y a pas une liste de problèmes où on peut dire que voilà, il y a destruction irrémédiable. Mais un seul exemple. Voilà. Je dis comme si votre femme ne veut plus simplement de vous, il dit que bon, voilà, c'est ta tête qui ne me plaît plus. Tu étais avant beau et puis finalement tu as changé. Comme pour rire un peu. Okay. Voilà, comme je vous avais dit l'autre fois. Donc le nous a cessé son chemin.
Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, ce n'est ni toi, ce n'est ni moi, mais notre raison d'être ensemble n'est plus. Ok. Voilà. Sur base de cette définition-là, on peut faire un raccordement pour essayer de voir un peu avec l'intelligence émotionnelle. Mais, grosso modo, le divorce, c'est cette destruction-là irrémédiable. C'est-à-dire, on ne peut plus concilier les gens. Ça, en intelligence émotionnelle, on peut y travailler un peu. Voilà. Voilà, alors là c'était pour planter les décors, parce qu'il faut comprendre la thématique pour creuser maintenant. Nous allons à présent creuser. Maître Mike Azaria, dites-nous, quel est le processus à suivre pour les divorces? Évidemment, pour rebondir aussi à ce que mon co-débatteur vient de dire, donc Monsieur John, la destruction irrémédiable, c'est la cause. La cause le divorce légale, n'est-ce pas, que la loi reconnaît. Comme vous pouvez bien comme vous l'avez bien dit. La loi, je crois, dans les articles 450, à partir des 453, 454, définit pourquoi, n'est-ce pas, l'un des époux peut introduire une requête, n'est-ce pas, devant le tribunal de paix pour solliciter un divorce, n'est-ce pas. On parle des devoirs, parce qu'en fait, le mariage, sous son aspect juridique, comme nous l'avons bien dit, c'est un contrat, c'est une convention qui fait naître les obligations, les droits et les obligations. Et les époux ont des obligations communes, des devoirs communs, n'est-ce pas, entre autres le devoir d'habiter ensemble, entre autres le devoir de participer à la prise en charge du ménage, etc. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que la loi dit par exemple que lorsque l'un des époux n'arrive pas à respecter, n'est-ce pas, l'un des devoirs, ça peut aussi être l'une des raisons pour lesquelles... Non, pas pour le divorce, parce qu'en fait, le divorce, c'est l'aboutissement d'un processus. Ah, okay. Vous comprenez? Donc, le divorce, comme M. John l'a dit, le divorce, c'est l'aboutissement d'un processus. Ok, ça commence d'abord par une requête, n'est-ce pas? La loi reconnaît aux deux époux, n'est-ce pas, de pouvoir intenter une action, n'est-ce pas, une requête en divorce. Mais, étant donné que, au-delà de l'aspect juridique, le divorce, le mariage, je voulais dire, rêvait aussi des aspects culturels et sociaux, la loi n'a pas voulu que la partie juridique ou judiciaire, comme M. John l'a dit, soit directement traitée au moment de la requête. Donc la loi a pensé que le juge, n'est-ce pas, qui est censé dire le droit pour répondre à cette requête, se transforme d'abord en juge-conseil. Donc ça veut dire on sous-entend que l'un et l'autre peuvent être énervés et que l'accompagnement, n'est-ce pas, du juge dans sa qualité, n'est-ce pas, de juge conseil peut d'abord, n'est-ce pas, prévaloir. Et la loi donne 24 mois. Ce n'est pas qu'il faut écouler les 24 mois, mais la loi donne d'abord une période qu'on appelle la période de l'instance des conciliations, n'est-ce pas? Donc lorsque vous introduisez une requête en divorce, vous entrez d'abord dans la période pour l'instance, n'est-ce pas, en conciliation, et les juges conseillent... En clair, ça voulait dire quoi? Période pendant laquelle les époux doivent réfléchir? Non. L'instance en conciliation, c'est la période pendant laquelle le juge tente de réconcilier les époux. Ah, ok. Voilà. Donc, les juges tentent de réconcilier les époux, soit par comparution physique, soit par... les juges peuvent aussi faire intervenir les familles, les parrains, les personnes qui ont, n'est-ce pas, assisté, les témoins, etc. Donc, on essaye d'abord de tenter, n'est-ce pas, de concilier les deux époux. Ok. Si les juges, ça c'est la loi qui l'a dit, si les juges conseils arrivent à réconcilier les époux, ils dressent, n'est-ce pas, un avis de conciliation qui éteint, en fait, n'est-ce pas, qui éteint cette action-là, la requête qui était introduite. Vous comprenez? Et lorsque les juges constatent que, comme M. John l'a dit, constatent qu'il y a effectivement la destruction irrémédiable, parce que le mot irrémédiable, ça veut dire que cette destruction-là
n'est pas réparable. Voilà. Donc on constate vraiment que l'un et l'autre ne peuvent plus retourner en arrière. Alors là, les juges dressent, n'est-ce pas, un PV de non-conciliation. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'est déclenchée la procédure judiciaire. Vous comprenez? Après, c'est judiciaire, mais en tout cas, la procédure devant, n'est-ce pas, le juge en tant que institution ou personnalité compétente de pouvoir connaître maintenant dans le fond la matière de divorce. Et là, il y a aussi certains aspects qui entrent en ligne de compte selon qu'il s'agit des époux qui ont des enfants ou qu'il s'agit des époux qui ont des biens. Il y a des décisions provisoires qui sont prises lorsque, par exemple, après la requête de divorce, les époux s'entendent sur la garde des enfants, vous comprenez? Donc là, l'un des époux pourra avoir la garde, et si il y a des accords, les juges pourra de manière provisoire d'abord accorder la garde des enfants à l'un des époux, et ensuite, lorsqu'il y a le jugement de divorce qui est prononcé, si les époux étaient liés ou étaient soumis à un régime matrimonial de communauté universelle de biens, là aussi il y aura maintenant liquidation de ces régimes. Donc voilà, c'est tout un processus bien cadré par la loi, et le jugement de divorce, le divorce en fait en soi, c'est l'aboutissement de ces processus-là qui, sur le plan personnel, exprime cette volonté de ne plus vivre ensemble, comme M. John l'a dit. Alors, il y a un détail très important dans vos propos. Vous dites qu'il y a un temps de 24 mois, temps pendant lequel le juge tente de réconcilier les époux. Exactement. Là, c'est ce qui devrait être fait. Mais ce qui se fait, c'est le contraire. Nous remarquons que ça prend beaucoup de temps, même 3-4 ans. Pourquoi? Bon, écoutez, je pense que moi, je me base sur les dispositions légales. Okay. Je me base sur les dispositions légales. J'ai parlé de l'instance parce qu'en fait, le processus de cette requête-là, en fait, de cette action en divorce, est composé de deux parties. Donc, il y a d'abord la partie conseil, n'est-ce pas, l'instance de conciliation, et puis la partie judiciaire. Bon, pour l'instance de conciliation, on a parlé de 24 mois, mais il n'y a aucune disposition claire qui dit que le juge doit rendre son jugement, ou bien le tribunal doit rendre son jugement en déant tel. On sait que en matière civile, parce que le divorce est une matière civile, on a des timings, n'est-ce pas, en matière civile, en termes de requêtes, en termes de déroulement des audiences, etc. Mais il y a un élément très important que vous devez aussi, dont on doit tenir compte, c'est que généralement, les processus ou les procédures, la procédure de divorce qui prend plus de temps, vous allez comprendre que en majeure partie, c'est émaillé de deux éléments. Si ce n'est pas l'élément lié à la garde des enfants, c'est les éléments liés au partage des biens. Vous comprenez? Parce qu'en fait, séparer les gens, quand vous détachez les deux aspects, c'est facile. Enfin, ça semble être facile. Vous comprenez? Donc, parce que il faut aussi le préciser, la loi permet à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une répartition des biens. Après le divorce, qu'il y ait une répartition des biens à l'amiable. Ça veut dire, toi, mari, moi, femme, on peut s'entendre et dire, bon, ok, d'accord, au lieu qu'il y ait liquidation, n'est-ce pas, qui porte sur la division exacte, n'est-ce pas, de tous les patrimoines, 50-50, il peut y avoir, n'est-ce pas, des ententes dans ce sens-là pour que les deux époux se disent, moi je prends la parcelle délimitée, toi tu restes avec la parcelle de ma campagne. Ok, en dépit des prix. Vous voyez, donc ce sont ces genres de tractations qui peuvent peut-être prendre du temps, mais généralement, lorsque une action de divorce traîne, c'est soit en rapport avec la garde des enfants, soit en rapport avec les biens. Bien. Alors, maître, monsieur John Mukongo, tout à l'heure, maître Mike Azaria disait qu'il faut 24 mois, période pendant laquelle le juge peut tenter de réconcilier les époux. Alors, en intelligence émotionnelle, combien de temps faut-il prendre pour déclencher les divorces ou prendre une décision allant dans le sens de divorcer? Peut-être la question pourrait être posée autrement. Oui, parce que la volonté de divorcer relève des conjoints. On ne peut pas définir un cadre
pour dire c'est en à quelle période on peut divorcer. Mais je pourrais peut-être répondre. C'est-à-dire que je peux poser la question autrement. Vous revenez à la maison, vous êtes au travail, vous rentrez à la maison, voilà. Vous trouvez votre femme en train, par exemple, de faire l'amour avec un autre homme. Ouais. Maintenant, pour prendre la décision d'arriver au divorce, quel est le processus, voilà, et puis le temps qu'il faudrait prendre pour arriver à la décision finale qui est le divorce? Ça dépend, mais je vais faire un peu de l'histoire pour cerner un peu votre question. Peut-être que vous trouverez la réponse dans ce que je veux dire. Le divorce a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale. Avant, il n'y avait pas de divorce. Non, il n'y avait pas de divorce parce que c'était le mariage arrangé. Les gens ne se mariaient pas, mais les gens étaient mariés. Exactement. Voilà. Donc, le divorce est arrivé après que les gens se marient et le mariage n'est plus sur base de quelque chose de solide, mais plutôt sur base de l'amour. Et lorsque le mariage est choisi, le mariage est pas arrangé, c'est-à-dire le mariage a pour soubassement l'amour, comme a dit Machiavel dans son livre Le Prince. L'amour est fragile, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. Voilà, lorsque vous vous mariez par amour, et l'amour est quelque chose de fragile, et l'amour ne dure pas longtemps. L'amour, surtout l'amour affectif. L'amour affectif, selon l'intelligence émotionnelle, ne dure que 3 ans. Le éros, moi, vouloir toi, je vis une femme, elle est jolie, etc. Mais lorsque vous parlez de elle est jolie, etc., là, c'est le mariage érotique. Et il faut maintenant dépasser le mariage érotique pour arriver au mariage agapao, c'est-à-dire vous trouvez quelque chose d'autre de plus solide que l'amour. Parce qu'il y aura un moment, l'amour va s'arrêter. 3 ans après. 3 ans après, l'amour va s'arrêter. Alors il faut faire ce qu'on appelle une sorte de révolution. Voilà. Donc, vous me dites tout à l'heure que voilà, vous trouvez votre femme en flagrant délit, etc. Tout dépend, vous êtes de quelle période. Au Moyen-Âge, ça ne pouvait pas être une cause de divorce. Parce qu'il n'y a pas l'amour, donc il n'y a pas de jalousie. Ok. Voilà. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre voilà, une anecdote ou une phrase célèbre. Il y a un monsieur qui revenait du voyage et il trouve sa femme, il n'y a plus d'inquiétude. Voilà, la femme est là avec l'un de ses travailleurs. Et le monsieur s'exclame, il dit, mais madame, imaginez que ça soit quelqu'un d'autre que moi qui soit entré dans la pièce. Donc pour lui, c'est normal. Mais pour lui, c'est normal parce qu'il n'y a pas d'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, donc il n'y a pas de jalousie. Parce qu'en son temps, le mariage, on ne se mariait pas pour l'amour, non. On s'est marié pour faire tourner la famille. Il y avait d'abord des raisons linéaires pour donner les noms à l'enfant. Il y avait des raisons biologiques et puis il y avait des raisons économiques. Voilà. Et aussi, il y avait aussi des raisons expansionnistes. Lorsque vous êtes marié, donc vous aurez beaucoup plus d'espace à cultiver. Mais maintenant, il y a eu une sorte de révolution. On est passé du mariage arrangé, où les jeunes gens sont mariés sans tenir compte de leur consentement, au mariage d'amour. Maintenant, le mariage d'amour, comme je venais de le dire, l'amour est fragile. Dans l'amour, il y a la jalousie. Et si vous, maître Ella, il ne me contredira pas, si vous assistez aux instances de conciliation, vous allez entendre des choses, vous vous dites, mais ces gens, est-ce que ce sont vraiment des raisons valables qui peuvent ramener des gens à divorcer? Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette mutation-là du mariage choisi, du mariage affectif, à quelque chose d'autre, c'est-à-dire notre raison de vivre ensemble. Mis de côté l'amour, quel est notre dénominateur commun? Nous sommes là pourquoi? Et dès lors que les jeunes, surtout dans la plupart des cas, le mariage qui sont en instance de divorce, maître peut-être pourra me compléter dans ce sens, sont des mariages qu'on a conclus il y a 4 et 5 ans. Exactement. Des jeunes mariés, ce voilà, sont des ceux jeunes qui mariés. se divorcent. Des jeunes mariés. Mais vous allez voir, le mariage de nos parents, de nos grands-parents, ont duré justement parce qu'il n'y avait pas l'amour. On ne dit pas qu'il n'y aura pas toujours l'amour. De toute façon, l'amour s'est créé au fil du temps.
l'amour va se créer, mais ça ne sera pas l'amour érotique. Ça sera l'amour agapa, voilà, ça ne sera pas l'amour affectif. Tu veux que chaque fois, quand je suis au travail, que je t'appelle pour te dire, voilà chérie, je t'aime beaucoup. Non, mais tu sais que je reviendrai à la maison, tu me verras. Et maintenant, peut-être je suis en train d'anticiper. Donc, il y a divorce aujourd'hui parce que nous sommes passés du mariage arrangé au mariage choisi. Et lorsque le mariage est choisi, il y a les sentiments qui interviennent. Et je voulais d'ailleurs compléter, parce que je veux me perdre un peu. Ok, vas-y. Maître a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Les juges se transforment en médiateurs. Exactement. Voilà. Lors de l'instance de réconciliation. Exactement. C'est en ce moment-là que l'intelligence émotionnelle peut intervenir. C'est en ce moment-là qu'on peut faire intervenir des experts en intelligence émotionnelle pour étudier le comportement des conjoints. Ok. Voilà, parce que l'autre n'est pas moi. Même votre femme, dès lors que vous ne vous rapprochez pas de son histoire, histoire, ça veut dire historia. Historia veut dire enquête. Dès lors que vous ne faites pas des enquêtes pour bien comprendre votre épouse, vous aurez une difficulté de vivre avec elle. Mais maintenant, parce que moi je vais faire un peu de la sociologie, hein, maître il fait les juridiques, moi je fais la partie sociologique, parce que le mariage c'est aussi sociologique, c'est aussi social. En son temps, nos parents examinaient les comportements de la femme avant de l'amener auprès de son fils. Ah voilà. Auprès de son époux. Non, voilà, auprès de son futur époux. Maintenant, on fait la démarche inverse. Ce n'est pas le parent qui ramène la femme, la future femme à son enfant, mais c'est l'enfant qui ramène la femme aux parents. Et dès lors que le comportement de la femme, vous ne vous rapprochez pas du comportement de la femme, vous n'allez jamais... Il y a certaines personnes qui se marient, vous vous dites, mais est-ce qu'ils se sont connus bien avant? Parce que je vais vous donner un portrait chinois. Il y a des gens qui sont kinesthésiques. C'est-à-dire? Qui aiment bien qu'on le touche. Hein. Ah, ok. Ouais. Mais il y a de ces gens-là qui n'aiment pas des attouchements, etc. Il y a des gens qui sont visuels. Il y a des gens qui sont auditifs. Mais maintenant, lorsque vous n'examinez pas le comportement de votre femme pour voir est-ce qu'elle est auditive, est-ce qu'elle est visuelle, est-ce qu'elle est kinesthésique, etc., vous aurez toujours des problèmes. Parce qu'une femme qui n'aime pas... D'où l'importance des fiançailles. Pendant lesquels les futurs couples vont se connaître. Bon, après les fiançailles, moi je fais vraiment un peu de la sociologie pour voir comment, j'ai fait un peu une étude comparative pour voir comment et pourquoi le mariage arrangé durait un peu plus que le mariage d'amour. Voilà. Parce que il y a, je crois, maître doit se rappeler, il y avait ce qu'on appelait les stages maritales. Ah bon? Bien sûr. Les stages? Pendant les fiançailles, bien sûr. Pendant les fiançailles. Bien sûr, pendant les fiançailles, la femme, la future épouse, vient faire les stages de l'homme. Exactement. Mettre la propriété dans la maison. À ce moment-là, on étudiait les comportements de la femme. Mais après, ce qui se passe aujourd'hui... Mais là, il va intervenir l'hypocrisie parce que la femme sait qu'on est en train de m'étudier, je dois mieux faire les choses pour que l'homme me retienne. À un certain moment... Il y a une sorte d'hypocrisie. À un certain moment, il est difficile de faire l'hypocrisie. Il y a certaines réactions. C'est comme qui dirait chasser les naturels revient au galop. Ça sortira toujours. Donc, la méthodologie que nous appliquons aujourd'hui est à la base des divorces que nous constatons dans notre société. Voilà, les divorces. Maître Mike, vous avez suivi attentivement ce que M. John Mukongo venait de dire. Il s'est étalé sur les divorces sur le plan sociologique, mais aussi intelligence émotionnelle. Un petit commentaire par rapport à ça? Oui. L'argumentaire de M. John, enfin, mon co-débatteur, il est bien construit, ok, et puis peut être prouvé. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec lui lorsqu'il il présente l'amour sous un aspect, j'ai envie de dire, étudié par l'homme. C'est vrai qu'il y a il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup
de bénéfices, n'est-ce pas, qui résultent des études que les hommes ont pu faire sur certaines réalités, selon qu'il s'agit de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie, etc. Mais je pense qu'il y a certains domaines, n'est-ce pas, qui doivent être étudiés en tenant vraiment compte de leur nature. Par exemple, l'amour. L'homme n'est pas à l'origine de ses sentiments. Vous comprenez? C'est vrai que nous sommes dans un débat scientifique, on parle droit, on parle sociologie et tout. Mais je crois que le mariage en soi, les divorces aussi, n'est-ce pas, ce sont quand même des concepts et des notions qu'on ne peut pas aborder sans aborder l'aspect religieux, l'aspect divinité, par exemple. Vous comprenez? La Bible qui interdit carrément le divorce? Pas du tout. On va Il y a des cas, oui. On va y arriver. Donc, vous comprenez que l'homme est arrivé à un certain moment, il a trouvé une réalité. Pour que l'homme arrive à parler du mariage, à étudier le mariage, à étudier les divorces, à étudier les aspects liés à cette communauté de vie entre l'homme et la femme, je pense que l'homme a pris le temps d'observer quelque chose qu'il a trouvé après sa naissance. Vous comprenez? Et donc, pour moi, j'estime que le mariage et le divorce sont, n'est-ce pas, des notions ou des concepts qui revêtent en même temps les aspects sociologiques, les aspects culturels, d'abord, parce que en fait, la notion juridique ne vient que encadrer l'homme quand il a édicté les notions juridiques en rapport avec les mariages. C'était pour qu'il n'y ait pas de débordement, c'était pour encadrer. Donc c'est un peu comme pour ne pas faire les choses en désordre, vous comprenez? Mais en réalité, de manière fondamentale, comme mon co-débatteur l'a dit, comme John l'a dit, le mariage, c'est d'abord une notion qui est fortement liée à la culture, qui est fortement liée, n'est-ce pas, à la société, qui est fortement liée aussi aux aspects religieux, parce que le mariage chez les Islam, aujourd'hui nous sommes en train de parler du mariage, il faut qu'on soit universel. Les mariages vus sous l'angle islamique n'est pas le mariage vu sous l'angle chrétien, n'est-ce pas? Les mariages vus sous l'angle des Chinois, la religion chinoise par exemple, n'est pas le mariage vu sous l'angle de la religion en Israël. Vous comprenez? Donc, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec mon ami John quand il définit en fait l'intensité de l'amour en 36 mois. Vous comprenez? C'est à chaque fois que l'homme tente de donner une définition ou bien de donner un aspect dans ce qui doit être considéré comme naturel ou dans ce qui doit être considéré comme culturel. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, il y a toujours des choses quand même qui ne marchent pas. L'amour, je rebondis très rapidement. L'amour, pour moi, j'estime que l'amour, c'est un sentiment qui naît. L'amour doit naître. Après, l'amour peut naître avant que la personne pour laquelle cet amour naît ou pendant que vous êtes déjà en contact. Donc je peux faire naître l'amour pour vous à cause ou sur base de certains aspects qui peuvent être liés à ta beauté, comme John l'a dit, peut-être lié à ton comportement, la voix, la couleur de ta peau, etc. Ça, c'est un amour qui naît avant que je te le dise, avant que toi, tu saches qu'il y a un amour qui est né, n'est-ce pas? C'est l'aspect extérieur qui attire d'abord. Oui, bien évidemment, ça peut aussi être un comportement, ça dépend. Mais ici, je parle de quand est-ce que l'amour naît. Vous comprenez? L'amour peut naître avant le contact, mais l'amour peut aussi naître après le contact. Tout comme pendant. Justement, je parle de après le contact, parce que par exemple, comme John l'a dit, dans le temps, je suis d'accord avec lui que dans le temps, le mariage, c'était beaucoup plus un concept lié à des aspects politiques, économiques et sociaux. Donc ça veut dire que nous sommes de la famille telle, nous pouvons que nous marier
avec une fille de la famille telle, peut-être pour perpétuer notre bourgeoisie, ou peut-être pour perpétuer, n'est-ce pas, les accords politiques, pour avoir, vous comprenez, donc donc le mariage, c'était vraiment pas trop l'amour, là je suis d'accord avec lui, c'était beaucoup plus la fille de telle et la fille de telle, pour qu'il y ait un accord politique, ou qu'il y ait un développement économique et tout, pour que nous avons peut-être une sémence à planter, la bonne terre c'est la terre de John, alors nous devons créer un lien pour accéder à cette terre-là, c'est un lien de mariage, vous comprenez. Mais à partir déjà du 11e siècle, nous avons déjà compris, parce que c'est à ces moments-là que la religion a commencé à avoir une influence, n'est-ce pas, sur la société, n'est-ce pas, à cette époque-là. Donc on ressort le fondamental du mariage. Et le fondamental du mariage, lorsque vous voyez très bien, moi je ne suis pas que juriste, je suis chrétien aussi, donc je suis un chrétien pratiquant. Vous comprenez? Bon. Voilà. Donc le mariage, pour moi, c'est d'abord un concept ou une institution qui a été instituée par Dieu. C'est une vocation. Pas une vocation, parce que quand vous parlez de vocation, donc ça devient obligatoire. Donc le mariage n'est pas obligatoire. Donc pour moi, je me dis que le mariage doit être compris selon ou sous tous ses aspects. Ça veut dire l'aspect religieux, l'aspect culturel, l'aspect juridique, l'aspect sociologique, l'aspect anthropologique. Vous comprenez? Donc tout ça sont les aspects. Il ne faut pas mettre de côté un aspect pour bien comprendre le mariage. Donc l'amour, ça peut... L'expression de l'amour peut se manifester dans le besoin de la stabilité. Oui, l'expression de l'amour peut se manifester ou peut s'exprimer dans le besoin de ressentir une jouissance. Hein, quand vous êtes par exemple en train de, passez-moi le terme, en train de vous accoupler, votre amour s'exprime dans cette jouissance, n'est-ce pas? Et aussi, comme John l'a dit, si après que vous vous soyez marié, on peut constater la diminution de l'expression de l'amour comme c'était au début, ben peut-être que l'amour se transforme dans l'expression. L'expression de l'amour s'est transformée. Parce que avant, j'avais besoin de t'embrasser, par exemple, pour exprimer mon amour. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de sortir et de te mettre en sécurité. C'est une façon pour moi il faut innover. En quelque sorte. Ouais. Donc, John, par exemple, un homme marié, avant de se marier, il doit avoir eu, n'est-ce pas, l'envie, comme il a dit, de faire des gestes tactiles, n'est-ce pas, de toucher, et donc de poser des actes qui arrivent à accroître l'amour dans l'autre. Ok, donc comme je viens de dire, vous pouvez embrasser, vous pouvez faire un regard des yeux et tout. Mais à un certain moment, lorsque la situation évolue, John commence à vouloir exprimer son amour vis-à-vis de sa femme en sortant pour lui donner à manger, pour lui donner un toit, etc. On a l'impression, nous avons des femmes à la maison qui, en tout cas, quand c'était au début, on s'enlaçait, etc. Bien. Voilà, donc non, il ne faut pas penser que l'amour n'existe plus ou l'amour s'est éteint. Non, on a une autre manière d'exprimer, n'est-ce pas, cet amour qui passe par la stabilité du couple. Vous voyez, donc je veux que mon couple soit stable, je veux que lorsque ma femme sort, qu'on sente que je suis son homme, que je me bats pour lui, vous comprenez, et ça passe, n'est-ce pas, par des absences à la maison, ça passe par des retours à la maison peut-être tard et tout, donc on a l'impression que l'amour s'est éteint, mais c'est pas en fait le cas. Donc, voilà, en vous entendre parler, j'ai retenu que l'amour est dynamique, il n'est pas statique, il faut innover. Je vais accorder la parole à M. John Mukongo pour rencontrer en peu de mots M. Mike, et puis nous allons passer au deuxième sujet qui est les mariages arrangés. Oui, bon, je me suis un peu apaisé parce que lorsque Maître Azaria a commencé, il dit qu'il n'était pas d'accord avec moi, mais je me suis rendu compte à la fin, à sa conclusion, il m'a soutenu, voilà. En fait. L'amour est dynamique, l'amour, moi je veux dire l'amour est évolutif. Exactement. Ouais. L'amour évolue. Mais la plus grande difficulté de nos mariages maintenant, c'est que la femme, surtout c'est beaucoup plus la femme a toujours souvenance de l'amour érotique que l'homme lui faisait montre. L'amour érotique. Or, l'amour a trois aspects. Lorsque j'ai dit tantôt, parce que c'est à ce point-là que Maître Hazard n'était pas d'accord avec moi, que l'amour érotique ne dure que 3 ans.
Bien sûr, l'amour érotique ne dure que 3 ans. Et ça, c'est l'affection que tu as pour la personne. Vous vous êtes rencontrés et tu es vraiment passionné. Ça, c'est l'amour-passion. Mais lorsque vous vous engagez dans les fiançailles, vous réfléchissez autrement. Et lorsque vous êtes dans le mariage, là, ça devient encore un peu plus compliqué. Là, c'est l'amour agapao. Il faut la communion. Voilà. Il faut maintenant créer la communion entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait cette mutation-là. Dès lors que l'amour ne connaît pas des mutations dans un mariage, le mariage va s'éteindre. Parce que lorsque la femme sera nostalgique, elle ne pense qu'au petit cadeau que l'homme lui ramenait. Or, l'homme maintenant fait des calculs, dit pour que la maison survive, il faut que je fasse des économies. Ouais, il faut faire la provision, il faut faire les loyers, les courants, l'électricité. Exactement. Mais lorsque l'amour n'évolue pas, lorsque vous n'avez que des petits souvenirs là, c'est là le problème. Et en amour, pour que l'amour dure, ça c'est un conseil que je donne, ça c'est un conseil gratuit que je donne en intelligence émotionnelle. Il faut que les couples ou le conjoint trouvent les sacrés. Il faut que les couples sacralisent le mariage. Comment? Voilà. Par quel procédé? Parce que le sacré, ce n'est pas l'opposé du profane. Parce qu'il y a après certaines définitions. C'est un terme polysémique qui a plusieurs sens. Bon, après, le sacré, c'est ce sur quoi on peut se sacrifier. Ok. Voilà, les gens, les gens ont donné leur vie pour la révolution, pour la patrie, etc. Mais après, lorsque vous êtes dans un mariage, il faut sacraliser le mariage, que le mariage soit ce sur quoi tu peux te sacrifier. Exactement. Et lorsque c'est comme Sénèque, je crois, a dit aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Exactement. Et lorsque vous trouvez maintenant dans le mariage cette passion-là de te sacrifier pour l'autre, tu ne sortiras pas. Voilà pourquoi il faut toujours concilier. Parce que moi, je suis vraiment... voilà, le mariage arrangé, moi, ça m'arrange énormément. Je me dis, c'est le mariage idéal. On va y arriver. Voilà. Mais le conjoint doit sacraliser le mariage, de trouver le mariage comme c'est sur quoi il peut donner sa vie. Et après, on va aussi voir comment les enfants peuvent aussi intervenir pour que cette sacralité soit effective. Voilà, les enfants sont les fruits de l'amour, les fruits du mariage. En quelques minutes, si vous permettez, je plains toujours cette façon, n'est-ce pas, cette façon de donner l'impression que l'amour ou le mariage peut être étudié humainement. Bien sûr. Vous comprenez? Bien sûr, c'est possible. Bon, après, c'est un point de vue, donc voilà, je le plains toujours. Mais si je peux, en quelques minutes, donner mon point de vue sur pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Moi, je pense que s'il y a beaucoup de divorces, en grande partie, c'est à cause de l'importation culturelle. Ok. Voilà, on importe très très facilement la culture étrangère. Parce que comme je viens de vous dire, le mariage, c'est d'abord un concept culturel, socio-culturel. Vous voyez, aujourd'hui, si vous allez par exemple dans la culture occidentale, la façon dont on entrevoit le mariage, n'est-ce pas, c'est pas la même façon on entrevoit le mariage en Europe. Il y a des mariages par contrat, 3 ans après vous êtes séparés. Donc, exactement, vous comprenez. Donc vraiment nous sommes dans un, c'est vrai que l'évolution ou la modernisation ou la civilisation n'a pas que les aspects négatifs, n'est-ce pas. La civilisation nous ouvre aussi un peu les portes de certaines cultures, etc. Mais il faut comprendre que vous avez votre maison, vous avez posé des règles dans votre maison. Vous savez par exemple que d'habitude chez vous, dans votre quartier, lorsqu'il pleut, il y a les câbles électriques qui sont dangereux. Donc lorsque vous dites chez vous que lorsqu'il pleut, que l'enfant ne sorte pas, si quelqu'un vient pour changer cette culture-là, il envoie les enfants vers le danger. Vous comprenez? Donc ça ne veut forcément pas dire que si l'Afrique ou si le Congo
ou si le Burundi n'épouse pas une culture étrangère dans un concept ou l'autre, ça veut dire qu'on est contre l'évolution ou bien on est contre la modernisation. Donc moi je pense que le concept du mariage devrait beaucoup plus être considéré sous son aspect culturel. Et culturellement, le mariage, surtout au Congo, surtout en Afrique, le mariage implique d'abord, n'est-ce pas, comme John vient de le dire, implique d'abord l'amour, n'est-ce pas, de l'homme envers sa femme, vice-versa, mais aussi la prise en charge, n'est-ce pas, de l'homme, n'est-ce pas, sur sa famille. Aujourd'hui, il y a aussi, après, selon mon point de vue, après cette importation culturelle, je pense qu'il y a aussi les aspects économiques qui sont beaucoup plus à la base, n'est-ce pas, des divorces. Parce qu'aujourd'hui, les femmes entrent dans le mariage pas pour y vivre passionnément, comme John l'a dit, mais c'est pour un confort. Vous comprenez? Donc le mariage est devenu comme un moyen de se mettre en confort. Je sais que considérer le mariage comme un moyen de se mettre dans un confort n'est pas totalement faux. Mais si le seul ou la seule raison pour une femme de rentrer dans un mariage, c'est le confort. Le confort, quand je parle du confort, c'est pas que le luxe. Le confort, ça veut dire qu'avoir un toit, avoir une voiture, sociale. Exactement, une vie sociale suffisamment épanouie. Vous comprenez? Et puis à un certain moment, la femme compte les années au bout de doigts. Il se dit, ah, j'ai des copines à moi ou des sœurs à moi qui peuvent aller à Dubaï, qui peuvent aller en Turquie, qui peuvent s'acheter telle ou telle chose. Vous comprenez? Donc c'est cet aspect-là économique qui aujourd'hui fait aussi en sorte qu'il y ait beaucoup de divorces. Et à la fin, c'est aussi cet aspect, n'est-ce pas, que moi je considère un aspect très très négatif, c'est l'amour du luxe, n'est-ce pas, l'amour d'une vie aisée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on se dit moi je peux pas me marier avec un homme pauvre, encore faudrait-il savoir ce que signifie un homme pauvre. Donc c'est un peu ça, il faut mettre en avant, n'est-ce pas, tous ces aspects là pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on arrive à beaucoup divorcer, mais aussi parce que les jeunes ne comprennent pas en fait la notion du mariage aussi. Ouais, donc c'est un peu ça. Voilà, les femmes sont ponctuées par l'amour de luxe. L'une des causes, selon maître Mike Azaria, du divorce. Nous allons prendre le deuxième sujet, les mariages arrangés. Nous allons commencer avec monsieur John Mukongo. Comme on l'a fait pour le premier sujet, nous devons d'abord planter les décors, savoir ce que c'est le mariage arrangé, et après nous allons creuser. C'est quoi, qu'entendez-vous par le mariage arrangé? Le mariage arrangé, c'est celui où le parent marie les enfants ou leurs enfants. C'est ça en fait la petite définition pour vous épargner un peu trop de définitions un peu techniques. Donc dans un mariage arrangé, on n'a pas besoin de votre consentement. Et c'est le mariage qui a existé, c'est le type de mariage qui a existé depuis le Moyen-Âge. Jusqu'à maintenant? Bien sûr, mais jusqu'à maintenant, il y a aussi dans certaines familles où le mariage arrangé s'applique encore. Dans certaines cultures, parce que j'ai entendu le terme culture que maître Mike voilà, qui revenait de temps en temps. Dans certaines cultures, jusqu'à maintenant, les mariages arrangés s'appliquent encore. Donc on n'a pas besoin de votre consentement, on n'a pas besoin de vous poser la question, on vous indique, on vous ramène la femme. C'est ça, au fait, le mariage arrangé. Arrangé, tout à fait. Je vous donne totalement raison parce que pour la petite histoire, mon propre père a été victime de ça. C'est pas qu'il était, non, c'est pas qu'il était victime. Ça dit que sa famille voulait imposer une femme pour lui. Que non, tu dois te marier avec cette femme-là. Bon, après, je ne sais pas, lorsque tu parles que ton père était victime de cela, bon, je ne connais pas trop l'histoire. Mais il ne faut pas prendre le mariage arrangé comme celui qui victimise les gens, non. Donc vous êtes pour les mariages arrangés apparemment? Sinon, je suis pour le mariage arrangé, d'autant plus que le mariage arrangé a fait des preuves qu'aujourd'hui, comparativement au mariage d'amour, le choix est clair. Ok, on va revenir sur ça. Alors on doit prendre la définition juridique si elle existe, bien sûr. C'est quoi un mariage arrangé juridiquement? Bon, déjà, un mariage arrangé, c'est pas un concept juridique. Le seul concept ou le seul aspect juridique qui est lié au mariage, c'est
la définition du mariage. Vous comprenez? Donc, mariage tout court. deux personnes doivent consentir à se marier et en avoir la capacité. Vous voyez, ça c'est l'aspect juridique. Je vais vouloir compléter un peu John. Le mariage arrangé, c'est vrai que la différence elle est subtile, mais il faut vraiment voir cette différence. Il faut ressortir cette différence. Le mariage arrangé est très différent du mariage forcé, parce que ce sont deux concepts différents. Vous comprenez? Okay. Voilà. Mais alors quand on dit la notion du consentement est beaucoup plus, on tient beaucoup plus compte de la notion du consentement dans le mariage forcé, pas dans le mariage arrangé, parce que vous allez vous rendre compte que en fin de compte, la personne qui accepte le mariage arrangé donne quand même son consentement. C'est vrai que si on lui laissait la liberté de choisir, il aurait choisi autre chose. Mais dans le mariage forcé, la personne dit non. Vous comprenez? Dans le mariage forcé, la personne ne donne pas son consentement, mais on lui demande d'y aller quand même. Mais dans le mariage arrangé, je sais que le mariage arrangé a été beaucoup plus considéré dans le sens où la solidarité sociale. Je connais John, mon ami, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Je connais sa femme, je connais ses enfants. Je préfère beaucoup plus pour femme à mon fils la fille d'une personne ou d'un papa que je connais, dont je maîtrise la réputation, n'est-ce pas? Au moins j'ai 60% d'assurance que ça peut marcher, que c'est une femme qui est bien, etc. Vous comprenez? Donc la notion du consentement est aussi visible dans le mariage arrangé. Mais en principe, les gens dans l'ancien temps allaient en mariage pour honorer les parents. Exactement. Donc vous comprenez qu'à un certain moment il y a la notion du consentement, c'est-à-dire que la personne consent. Vous comprenez? Donc et puis à la différence du mariage forcé, c'est que le papa, même si il envoie l'enfant sans que l'enfant ait voulu ça, il ne lui dit pas toi tu pars. Il lui dit ben écoute, tu vois, papa Wana, je connais sa famille, je connais sa maman et tout, donc il essaye d'arracher le consentement. Voilà, c'était chercher de le convaincre. Donc voilà. Et je suis d'accord avec John quand il dit que le mariage arrangé a plus des aspects positifs, et je pense qu'on pourra les développer. Voilà, alors justement c'est ça la question. Vous avez dit tantôt que vous soutenez les mariages arrangés que le mariage choisi. Alors faites une petite analyse plutôt par rapport à votre point de vue. Pourquoi vous soutenez les mariages arrangés? Je soutiens le mariage arrangé pour la simple et bonne raison que les gens, les conjoints ou les futurs conjoints ne viennent pas au mariage par amour. Ce n'est pas l'amour qui est le socle. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'amour est fragile. Surtout l'amour passionnel. L'amour est fragile. Mais or, lorsque vous venez dans un mariage arrangé, où vous êtes envoyé par vos parents, et vous avez consenti un peu, pas vraiment qu'on vous a laissé le choix, mais on vous dit voilà, c'est une bonne famille, et puis vous y allez. Vous ne divorcez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, si l'homme rentre à minuit, c'est pas votre problème. Ce n'est pas ce qui vous a amené là-bas. Vous, votre problème, c'est que l'homme revienne à la maison. Vous, importe l'heure. Mais c'est pas. Mais vous allez entendre, il faut interroger Maître Hazard, et il vous dira, lors des instances de conciliation, vous allez entendre des choses. Vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment une raison valable pour qu'une femme demande le divorce? Vous allez voir un homme en train de supplier presque sa femme. Mais la femme, son problème, c'est la jalousie. Voilà. En intelligence émotionnelle, on ne peut pas étudier la jalousie parce que c'est un sentiment. Je l'ai dit l'autre fois, qu'en intelligence émotionnelle, on n'étudie pas des sentiments, mais on étudie les émotions qui les composent. Voilà. La femme est jalouse. Or, dans le mariage arrangé, il n'y a pas de jalousie. Tu ne viens pas parce que tu aimes le conjoint, non. L'amour va se créer chemin faisant. Et c'est plus rassurant. C'est plus rassurant parce que tu es là, tu ne tombes jamais dans cette histoire-là de jalousie.
Et in fine, tu ne peux pas quitter le mariage parce que l'homme t'a trompé. De toute façon, l'homme ne t'a pas trompé. Parce que dans ton entendement, l'homme ne peut pas me tromper. L'homme ne peut me tromper que lorsqu'il ne prend plus soin de moi convenablement. La femme ne vient pas dans le mariage parce qu'elle s'attend à autre chose que l'amour. Non. Vous avez dit tantôt que l'amour est évolutif. Justement. Si par exemple vous donnez votre fille à un homme, ça s'appelle mariage arrangé. Au début de cette relation, il n'y a pas l'amour. Et qu'après quelque temps, il y a le vrai amour. La femme, en ce moment-là, peut être jalouse de son homme. Là maintenant, donc, les schémas... les mariages arrangés peuvent basculer en mariage choisi. Les schémas est inversé. Parce que lorsque vous êtes envoyé en mariage, vous êtes marié et non c'est marié. C'est tout le problème. Hein? Dans le mariage arrangé, on vous marie. Mais de nos jours, avec le mariage donc choisi... le papa dira, j'ai marié ma fille. Bien sûr, c'est même le terme, la terminologie que la Bible a choisi. Ouais, c'est le père qui marie sa qui fille. marie. Mais maintenant, hein, on a choisi, dans le mariage choisi, les fiancés se marient. Vous comprenez la différence? Voilà, c'est là tout le problème. Le mariage, l'amour est évolutif, oui, mais lorsque vous êtes dans un mariage arrangé, c'est la pyramide renversée. Vous commencez déjà par l'amour agapao, c'est-à-dire la communion. Tu es déjà en communion, de toute façon, tu es là parce que tu respectes le point de vue de ton papa. Tu respectes... De toute façon, aujourd'hui, on a désacralisé les liens parentaux. Hein. En son temps, hein, une fille ne peut pas divorcer parce qu'elle regarde d'abord à ses parents. Elle se dit, mais qu'est-ce que mon père va devenir? C'est lui qui m'a envoyé ici. Mis de côté les aspects négatifs de certains couples où l'homme est vraiment méchant, etc. Là, je n'y entre pas. Mais moi, je suis un peu de façon squelettique. Je donne un peu mon point de vue sur le mariage arrangé. Alors, donc, quels sont les avantages du mariage choisi? Bon, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment difficile de faire le schéma inverse, de revenir encore au mariage arrangé. Déjà, je crois que nos auditrices ne vont pas... Actuellement, c'est difficile, hein? C'est difficile pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, l'extériorisation, c'est-à-dire nos filles ne restent pas trop à la maison et elles ne vivent plus vraiment sous la domination, excusez-moi pour le terme domination, sous la domination parentale. Les parents ont moins de Elles sont autonomes. Et non, bien sûr, les parents ont moins de pression qu'ils en avaient avant. Nos filles travaillent, il y a une consoeur une de tes consoeurs peut tomber amoureuse de toi ici, et ça ne sera pas à son père qu'elle va aller poser la question pour dire que voilà, je viens, monsieur, un journaliste talentueux. C'est un tabou pour nos filles d'aujourd'hui. Exactement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour concilier un peu les deux? Parce que moi, mon problème, c'est de concilier les deux. Prendre un peu des aspects de mariage arrangé, les concilier avec le mariage choisi. Comment? C'est l'évolution de l'amour. Que l'amour ne soit pas statique. Que la femme ou l'homme ne considère pas seulement l'amour de 2 premiers mois. Que le mariage quitte l'amour érotique jusqu'à la communion, agapao, la communion et la sacralisation. Que la femme ou l'homme trouve en amour au mariage, c'est sur quoi elle peut ou il peut se sacrifier. Il y a cela. Donc, si on concilie les deux, c'est en quelque sorte le mariage arrangé, mais un peu modernisé. Parce que dès lors que ça sera toujours moi vouloir toi, moi je te veux, tu es jolie, etc., ça va s'arrêter au bout de 3 ans. Et si au bout de 3 ans, vous ne remplacez pas cet amour-là érotique en quelque chose de solide, ça sera le divorce comme maître voilà. Alors, du plan de vue juridique, mariage arrangé, on l'a déjà défini. Alors, que disent les lois par rapport à ce type de mariage arrangé ou choisi? Est-ce que les lois sont taiseuses ou bien il y a des dispositions qui réglementent ce secteur-là du mariage? Comme je l'ai dit, la loi, elle, considère comme mariage
à partir du moment où l'homme et la femme, c'est-à-dire les deux personnes, n'est-ce pas, lorsque les deux personnes ont consenti, parce que tout ce que vous faites avant de venir enregistrer votre mariage, la loi ou l'État ou les aspects juridiques ne tiennent pas compte de ça. Les aspects juridiques tiennent compte, n'est-ce pas, de du consentement, mais aussi de la capacité. Mais attention, je rebondis sur ce que John a dit, toujours en n'étant pas d'accord avec lui lorsque il rend carré ces processus de l'amour. Voilà, 36 mois pour l'amour, bon, peut-être qu'il en a l'expérience en tant que spécialiste en matière d'intelligence émotionnelle, mais écoutez, l'amour, elle peut durer 50 ans. L'amour, elle peut durer 40 ans. Vous comprenez? Le mariage arrangé doit être considéré dans son concept large. C'est pas seulement les parents. Vous comprenez? Moi, j'ai beaucoup de circonstances où un mariage arrangé vient d'un ami. Okay. Un John qui, lui, il a fait ses études à l'étranger. Il rencontre un homme, il dit: ah, j'ai toujours entendu que culturellement, les Congolaises, elles sont bien et tout. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un que tu peux me proposer? John lui propose quelqu'un et puis ça va et puis on se marie. Les parents ne sont pas intervenus au début, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez? Donc, le mariage arrangé peut aussi être considéré dans plusieurs aspects. Ok, donc ça peut être un aspect de travail. Il faut contextualiser, en fait, c'est ça le terme que j'avais. Il faut contextualiser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut parler de mariage arrangé lorsque deux parents se disent: ah, en tout cas, nos enfants doivent se marier. On peut parler d'un mariage arrangé lorsque nous sommes dans un événement ou dans une cérémonie, deux personnes se rencontrent. J'ai dit: ah, John, cette fille-là, en tout cas, moi, je suis en processus de mariage, je veux me marier. Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais. En tout cas, je peux vous mettre en contact. On vous met en contact. Ah, en tout cas, Lucie, j'ai un ami à moi qui s'appelle Mike, qui te veut et tout. Vous comprenez? On vous met en contact et puis ça part. Il y a d'autres marques. Moi d'ailleurs, je pense que tout en étant d'accord avec John sur le point de vue qui dit que le mariage arrangé a plus des aspects positifs, le mariage arrangé a aussi, on peut prouver aussi que le mariage arrangé est aussi un peu nocif, parce qu'aujourd'hui 80% de femmes qui quittent Kinshasa, par exemple, dans le cadre de ces mariages arrangés, deviennent rebelles lorsqu'elles arrivent là-bas sur place. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que il faut, ce que j'ai aimé dans l'argumentaire de John, c'est que il faut savoir concilier les deux, ok, et rester équilibré. Vous voyez? Donc, un mariage arrangé, c'est bien, ok, parce que les deux personnes qui vous mettent en contact peuvent avoir une bonne raison de vous avoir mis en contact. Donc ça veut dire que vous avez juste la responsabilité de solidifier cette chose-là que les deux personnes ont déjà commencé. Vous comprenez? Mais après, il faut faire attention, parce que si vous vous appelez Kassongo, hein, et que je vous propose une fille, vous avez moins de raisons d'avoir cette fille que si vous vous appeliez Tshisekedi, par exemple. Okay. Ouais. Donc ça veut dire qu'en ces moments-là, il y a un aspect confort qui entre. Il dit: il y a deux personnes, on me propose deux personnes, mais je vais chez les Tshisekedi parce qu'ils ont un président de la République. Et puis à un moment donné, lorsque tu rentres dedans et que tu as ce que tu voulais, tu peux sortir bonnement parce que tu as déjà atteint ton objectif. Donc, moi je pense, contrairement à John, je chute. Contrairement à John, je pense que le fondement et la base, c'est l'amour. Les fondements, la base, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, l'expression de cet amour-là peut arriver avant le contact, tout comme ça peut arriver après le contact. Donc, si c'est avant le contact, ça aura été le mariage choisi. Si c'est après le contact, ça sera un mariage arrangé, mais qui a réussi à faire naître un peu l'amour. Moi, je ne dis pas non plus, je ne dis pas non plus le contraire, mais je vais vous faire rire un peu. Parce que lorsque je dis que, comme c'est le constat pour beaucoup d'autres chercheurs qui confirment et affirment que le mariage affectif ou l'amour affectif, voilà comment je différencie les choses. L'amour affectif n'est dire que 3 ans. Il y a mon ami Bethel Diakama que je salue. Un jour, on était un peu gamin, il me dit: ah, mais maintenant, Soro Lingi, moi, si après, Bobano Sola Maramni, Soro Bossibo, voilà.
Donc, moi, je peux aussi rétorquer. Après, lui, c'est quelqu'un qui connaît. On a un peu, je veux dire, on a des endroits où on se rencontre. Moi, j'ai fait pratiquement une dizaine d'années avec une femme, et puis on nous posait la question, mais vous parlez de quoi à chaque fois que vous justement. Mais nous, on n'a jamais manqué un sujet pour discuter. Justement, que vous êtes un avocat. Justement. Je l'ai toujours dit, et c'est ce que j'affirme aujourd'hui. Lorsque vous vous rencontrez, c'est l'amour affectif, c'est l'amour passionnel. D'abord. Ça ne dure pas longtemps. Parce que les cadeaux que vous donnez à la femme, peut-être que vous n'aurez plus le même moyen. Cette ferveur-là que vous avez dans votre cœur pour convaincre la femme, ça ne sera pas la même ferveur que vous allez développer tout au long de votre vie. Voilà pourquoi je dis il faut toujours qu'il y ait une sorte de mutation dans l'amour. L'amour doit être évolutif. Il ne faut pas toujours se souvenir ou être nostalgique du premier jour où vous vous êtes vus. C'est ça la grande raison de la plupart des divorces aujourd'hui. La femme pense que si l'homme venait chez elle chaque soir à 18h, et il doit aussi rentrer à la maison chaque soir à 18h. Or, la situation a évolué. Et c'est aussi, bon, nos femmes aussi, des fois, n'évoluent pas. Vous allez voir une femme, depuis qu'elle est au mariage, elle se laisse faire, elle ne s'habille plus comme elle s'habillait avant. Ça peut changer, ça peut toujours être... Elle se comporte en territoire conquis. Voilà, elle se dit, voilà, elle ne fait plus d'efforts. Voilà. Ça doit évoluer. Même lorsque Maître Azaria dit, parce que c'est moi, comme la première question, je dis, mais... Qu'est-ce que vous dites? Comment vous... Oui, David, mais comment vous faites? Parce qu'après, je me dis, mais vous allez rester comme ça, vous dites quoi? Il faut toujours créer des mutations. Or, lorsque, prenons par exemple, vous êtes fiancé, vous n'avez pas d'enfant. 5 ans après, vous êtes marié, vous avez quand même des enfants. Vous remarquerez que vos discussions vont changer. Vont évoluer. Exactement. 15 ans après, vous commencez maintenant à réfléchir comment les enfants vont étudier, ça va se passer comment. Tout doit évoluer. Lorsque vous êtes statique, lorsque vous êtes là borné, vous allez simplement, inévitablement tomber dans un cas. Voilà, inévitablement tomber. Alors, ça sera votre mot de la fin. Nous sommes, on a déjà pris quelques temps. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous m'avez fait le plaisir de répondre à mon invitation sur ce plateau. Pour Maître Mike Azaria, c'est la première prestation. Pour Monsieur John Mukongo, spécialiste en intelligence émotionnelle, c'est sa troisième prestation. Les portes sont grandement ouvertes pour tous ceux qui veulent venir sur ces plateaux. Je vous remercie en tout cas pour ces analyses pertinentes que vous avez faites. Je vous en prie. Je crois que nos auditeurs sont édifiés suffisamment. Alors, je vous retrouve prochainement, mes chers auditeurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, à vous la parole. iWeb.